bonjour à tous, toute l'Assemblée, aux étudiants, aux alumni récents et plus anciens. Alors je sais qu'il y a une promo 67 ici parmi nous, c'est ça? 66. 66, voilà. Donc il y a des gens très anciens. Donc 63, 64. Donc on a vraiment tout le spectre, on va dire comme ça. Hein. Et la plus nombreuse, c'est la 66. 66, on a bien compris. Alors, on va faire d'abord une première partie qui va concerner... on va faire un petit tour de table pour savoir à qui on a affaire. On a affaire à des gens, des alumni de SUPMECA, et qui ont un parcours quand même relativement exceptionnel. L'idée, c'était de travailler sur la diversité et l'innovation, et voir dans quel cadre, en fait, SUPMECA, l'école SUPMECA, in fine, était une école d'excellence. Et pour cela, on avait prévu de faire, d'identifier on va dire, des alumni qui avaient une carrière exceptionnelle, avec une vitesse, un parcours relativement important, et c'est un petit peu le panel qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, qui est une table ronde d'experts, en fait, de très haut niveau, et l'idée, c'est d'évoquer avec eux ces deux sujets, innovation, diversité, et voir dans quelle mesure, finalement, et avec quelles clés, quels facteurs clés, on allait pouvoir, disons, vous les jeunes, vous les moins jeunes, travailler son parcours professionnel et puis évoluer et déclarer en fait que finalement SUPMECA c'est une école d'excellence. On a la chance aujourd'hui d'accueillir, et je pense qu'on va applaudir parce que c'est assez rare, Corinne Noël, promotion 90, qui est aujourd'hui directrice qualité Europe de Saint-Gobain Automotive. Voilà. Donc je vais te demander, Corinne, de nous présenter rapidement, on a très peu de temps, on va dire en 3 minutes maxi, ton parcours. Donc, bonjour à tous, je me présente, donc, je m'appelle Corinne Noël depuis presque 20 ans maintenant, mais CESTI 90, je m'appelais Corinne Martin. Et j'ai trouvé mon mari au CESTI aussi. CESTI 92. Bravo. On a cherché l'excellence. Voilà. Et je crois qu'on l'a trouvé, puisqu'on est toujours ensemble, donc ça commence bien. Juste avant SUPMECA, donc je viens de province, de Saône-et-Loire, Cluny, où j'ai passé mon bac C de l'époque. Je suis partie en prépa à la Martinière-Montplaisir à Lyon, en maths, et j'ai atterri au CESTI un peu par hasard. Je ne voulais pas aller à Bordeaux, je suis venue à Paris. Donc je n'étais pas attirée par la mécanique, juste pour dire ça. Je propose de regarder l'Assemblée. Pardon. Et donc, ce que je peux retenir du CESTI, c'est que ça m'a appris à découvrir l'industrie, puisque je ne la connaissais pas du tout. Je ne viens pas du tout de ce monde-là. Donc l'année de stage répartie sur les 3 ans m'ont permis de découvrir ce monde et finalement de l'apprécier et d'avoir envie d'y travailler. J'ai eu la chance, lors des forums, de découvrir le site de Tourotte Saint-Gobain, le centre de recherche et de développement de Saint-Gobain à l'époque, et j'ai fait mon stage fin d'études là-bas, en 90, et je suis toujours à Saint-Gobain, après 28 ans. Donc je pense que le stage de fin d'études, et pour les filles à l'époque qui n'avaient pas le service militaire, était quand même un choix stratégique. Je pense que ça le reste aussi, mais ça n'est plus... On est tous à égalité, puisqu'il n'y a plus le service militaire. Voilà, j'ai commencé en ingénieur R&D pendant 3 ans, où j'ai beaucoup voyagé, je me suis fait un réseau, j'ai appris le métier de céramique sur verre, puisque j'étais spécialisée dans la partie émail sur les verres, les vitres arrière de voitures. Ensuite, j'avais envie de travailler dans un monde un peu plus concret, donc je voulais voir l'application de ce que j'avais recherché ou de ce que j'avais pu développer, et donc j'ai travaillé pendant 5 ans en responsable méthode, donc pour préparer la production, toujours dans les lunettes arrière. Et au bout de 5 ans, on m'a proposé, alors on m'a pas vraiment proposé, mais je me suis proposé pour prendre un poste de responsable de production. Et j'ai eu un hasard, une chance, qui fait qu'il y avait des changements de chef, et donc comme il n'y avait personne d'autre, voilà, on m'a dit oui. Je ne suis pas sûre que si j'avais suivi les parcours un peu standards de Saint-Gobain, on m'aurait dit oui, mais là, voilà, il y avait un petit vide que j'ai pris tout de suite. Donc responsable de production 3 ans, c'est énorme, ça vous forge le caractère et ça vous prépare pour toutes les aventures professionnelles de la suite. Puisqu'on est en contact avec les hommes, avec les syndicats, avec la production, avec le management, les grèves. On vit tout
en 3 ans, donc c'est difficile, mais si on passe, on est prêt pour affronter tout ce qui va se passer plus tard. Tout le reste, c'est finalement très simple. Et après la production, j'ai fait un deuxième bébé, parce que j'avais réussi à en faire un quand même pendant la période des méthodes, tranquillement. Et après le deuxième bébé, j'ai eu un petit peu moins Enfin, je voulais continuer dans la production, mais finalement, on m'a proposé un poste en qualité qui ne me plaisait pas vraiment, mais je me suis dit, bon allez, on y va, on rebondit. Et là, j'ai découvert un autre métier, une autre expertise, qui finalement m'a permis d'arriver là où je suis. Puisque c'était une expertise moins technique, mais finalement plus utile dans n'importe quel métier. Et qui fait qu'on est beaucoup plus exposé. On est exposé aux clients, on est exposé en interne. Et après quelques années, le directeur qualité France, donc en 2009, m'a proposé le poste de directeur. Il m'a dit le vendredi, qu'est-ce que t'en penses? Et j'en ai parlé un peu en famille, parce que ça ne se décide pas tout seul. Il y a toujours ce que ça va entraîner comme conséquence. Et le lundi, j'ai dit oui. Et je ne regrette pas, après 10 ans de changement de statut, maintenant je le vis très bien. Pas forcément au départ, mais voilà, on découvre d'autres contraintes et d'autres codes, d'autres jeux. C'est beaucoup plus politique. Et donc depuis 2 ans et demi, la même personne qui m'avait proposé le poste de directeur en sécurité France, qui elle était partie dans un autre domaine, est revenue et m'a proposé le poste de directeur qualité Europe, donc à l'international. Donc sur ces 28 ans, je n'ai jamais changé de maison. Je suis toujours en bureau à 20 km maximum, mais par contre je voyage dans le monde entier, puisque j'ai directeur qualité Europe et j'ai une répartition mondiale sur un des marchés, le marché de rang 2 pour les constructeurs automobiles, donc les toitiers. Bonjour à tous, donc Benoît Cremérol, je suis promo 2004, suite à ce que tu demandais, donc j'ai fait un bac S. J'étais dans la région pour mon lycée, on va dire, parce que j'étais à Enghien-les-Bains, suite à pas mal de mouvements en France. Mais j'ai fait mon lycée à Enghien-les-Bains, une classe préparatoire sur Paris. J'ai changé entre deux pour intégrer un autre lycée. Et je suis arrivé au CESTI, c'est un concours, donc voilà, il y a un classement. C'était pas mon premier choix, mais c'était un bon choix. Je voulais faire super-héros, donc n'étant pas admis, je me suis tourné vers ce qui pouvait s'en rapprocher. J'ai vu école en mécanique générale, débouchés aéronautique qui était assez présente, et les 13 mois de stage, donc qui était pour moi un très bon, vraiment un point fort. Et comme tu l'as dit juste avant, avec un choix pertinent de stage, on se prépare déjà pour la carrière professionnelle. Après 6 mois en Angleterre en 2e année et 6 mois au CNES à Toulouse, j'ai été embauché par une petite société, Médicis, qui était une centaine de personnes en France, spécialisée en dynamique des structures et calcul de structures. Donc j'ai travaillé sur divers projets, Ariane, le Dassault Falcon 7X et la 380, donc pour Airbus, donc pendant 4 ans et demi à peu près. Et puis en 2009, on m'a proposé un poste chez Airbus, dans l'équipe avec laquelle je travaillais. Donc j'ai accepté en ingénieur calcul. Et puis au bout d'1 an et demi, j'ai eu envie de changer un petit peu. J'ai sauté le pas, on va dire, et j'ai changé complètement. Et je suis parti faire du lean et de l'amélioration continue. Par rapport au calcul, c'était vraiment très très différent. Et ça a été un choix que j'ai pas regretté, parce que j'ai énormément appris. Je pense qu'on reviendra après plus tard sur ça. Et 2, parce que voilà, ça a ouvert complètement le champ des possibles. Et suite à ça, j'ai pris une équipe de bureau d'études d'intégration des systèmes électriques sur le 380, puis la 350, qui était en développement, donc la version 1000, pendant 3-4 ans. Et depuis 2016, je suis dans l'équipe bureau d'études centrale pour le programme A350, et je fais de l'intégration. Et donc du coup, l'intégration de tous les métiers du bureau d'études, donc les différentes fonctions, les différentes parties de l'avion, sur la partie airframe. Donc airframe, c'est la cellule avion, c'est tout ce qui n'est pas le moteur et les systèmes. Donc c'est quand même assez large.
donc sur la coordination de différentes équipes en Europe principalement, entre les différents sites d'Airbus. Voilà rapidement le parcours. Merci Benoît. Je crois que Benoît va être notre référent aéronautique là, dans cette table ronde, donc ça va être intéressant d'avoir sa vision et son parcours professionnel. Je crois que tu te qualifies aussi comme étant un intrapreneur. Il me semble avoir lu ça dans ton parcours. Je pense que ce sera aussi l'occasion de revenir sur cette question-là, notamment avec d'autres profils d'entrepreneurs qu'on a avec nous, qu'on aura aussi avec Rémi qui va arriver. Voilà, je pense qu'on peut continuer à faire le tour logiquement. Donc parole à Christophe. Bonjour, je m'appelle Christophe Fagot, j'ai 47 ans, ça fait 23 ans maintenant que je suis sorti du CESTI. Donc je venais de la région grenobloise, je suis voironnais d'origine. J'ai fait une prépa techno et puis j'ai passé les concours des arts et métiers. Note éliminatoire en français, et je me suis retrouvé au CESTI par hasard. Je regrette pas du tout en fait d'avoir fait cette école-là. C'est une école de la vie. En effet, les stages m'ont ouvert vers ma carrière professionnelle. Donc j'ai eu la chance de faire 2 stages de 6 mois aux États-Unis et donc de parler relativement bien anglais au moment où je suis sorti donc, du CESTI. Là, j'ai rencontré Alfred, qui m'a fait rentrer au sein des ciments français à l'époque. Donc, on faisait des audits d'ateliers dans le monde entier. On était là pour tirer la productivité des ateliers de ciment. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai vu que ça ne bougeait pas beaucoup. Donc, j'ai rejoint une société qui s'appelle Aptar Pharma. On fait des dispositifs médicaux, du packaging primaire et on vend en fait des systèmes de distribution de doses de médicaments. Donc j'ai un long parcours professionnel, ça fait depuis 1998 maintenant que je suis dans cette société. Je suis rentré en tant qu'ingénieur process, puis je suis passé ingénieur bureau d'études, chef de projet, puis directeur de programme. Là j'ai eu l'occasion de faire un MBA en part-time, donc j'ai saisi cette occasion-là. J'ai fait mon MBA à l'ESG, et puis ça m'a ouvert vers une fonction de Business Development Manager. Donc là l'idée c'est de créer le business du futur. Il y a un aspect stratégique très important, un aspect légal aussi très important, et puis de la vente. Et suite à ça, encore une fois de la chance, moi aussi j'ai eu des responsables qui sont partis et j'ai pu prendre ma place de vice-président de la R&D dans un rôle global. Donc moi aussi je voyage beaucoup. Et on reparlera de cet équilibre vie familiale, vie professionnelle. C'est pas toujours facile, mais le métier est juste passionnant. Voilà. J'ai un rôle global, j'ai des clients mondiaux, une équipe de 100 personnes très performante, et on construit le futur. Alors, je m'appelle Alain Monredon, je dois être le doyen de l'Assemblée. Je fais partie de la célèbre promo 66, 3 représentants ici présents. Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout celui de l'industrie. Mes parents étaient dans l'enseignement, profs d'anglais tous les deux, donc j'ai fait ma terminale au lycée français de Londres. Et après, j'ai fait une première année de prépa à Toulon et les 2 dernières années de prépa à Bordeaux. Et puis j'ai préféré intégrer le CESTI. J'avais le choix entre l'IDN qui était à Lille, ça ne me branchait pas trop, et puis le CESTI. Où je suis rentré en 66. À l'époque, pour trouver un job, c'était sincèrement très facile, puisqu'à la sortie, j'ai d'abord fait le service militaire à l'époque, 16 mois, et j'ai eu le bol d'être libéré le 30 avril 68, parce que les autres, ils ont fait 4 mois de rade, suite aux événements. Et donc j'avais 5 ou 6 propositions, j'ai choisi Renault parce que c'était une boîte qui m'apparaissait en termes d'accueil la plus sympathique à l'époque, et j'y suis resté jusqu'à ma retraite. J'ai démarré en fabrication, j'ai fait 3 années, j'ai eu la chance d'avoir très vite, au bout d'1 an, un poste de chef de service contrôle qualité. J'avais choisi d'être dans une petite usine, j'aimais pas trop les grosses entités.
Et puis au bout de 3 ans, j'avoue que je commençais à m'emmerder. Entre-temps, j'avais fait l'IAE. Donc j'ai demandé à changer. Renault, à l'époque, avait un système de suivi des jeunes cadres pendant 5 ans. Donc j'ai eu là 3 ou 4 propositions. J'ai de nouveau choisi une petite unité qui était la pièce de rechange, où je suis arrivé comme contrôleur de gestion. Et puis, la chance, si tu veux, en 20 ans, j'ai dû faire une dizaine de postes et j'avais toujours, sans que je l'aie demandé, le poste que je rêvais d'avoir. Donc, c'était assez sympa et assez dynamisant. Et ça m'a amené à être le patron de... J'ai fait tous les jobs de l'après-vente, donc après avoir été contrôleur de gestion à la pièce de rechange. Et au bout de 20 ans, on m'a proposé d'être le patron mondial de la pièce de rechange, ce qui était assez sympathique. Et puis le hasard a fait que le patron de l'après-vente de l'époque a été appelé par Lévy comme patron de la qualité de Renault. Et il m'a proposé comme remplaçant à Lévy. Donc Lévy, j'ai dû lui plaire. Il m'a nommé un an après patron de l'après-vente mondiale. Et puis au bout de 7 ou 8 ans d'après-vente, Renault estimait que je commençais à m'user sans doute et m'a proposé d'être le patron de l'ensemble des filiales logistiques de Renault, qui est le groupe 4, dont j'étais le président pendant 5 ans avant de m'arrêter, parce qu'à l'époque je commençais à être un peu fatigué. Pendant 20 ans, les avions en permanence, c'était un peu fatigant. Après une année, appelons ça sabbatique, j'ai créé plusieurs sociétés et il en reste une. Elles ont toutes été fermées, profitables, parce que bon, on les avait créées à plusieurs, puis les chemins s'écartent quand les années passent. Et il en reste une que je maîtrise parfaitement, puisque j'en suis le gérant et que les actionnaires sont mes enfants et mon épouse, et je continue à faire un peu de conseil dans le domaine après-vente automobile. Voilà. Alors moi c'est pas 66, c'est 67. Je suis battu de peu là. Je suis désolé, les moins Puis j'ai la chance d'un autre collègue, nous on n'est que 2, on est moins, mais on est là quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, mon origine c'est le lycée fédéral de Lille, où j'ai donc fait passer le baccalauréat, même 2 baccalauréats, et puis donc les classes préparatoires, et finalement aussi j'étais admissible aussi à l'IDN, et puis finalement j'ai préféré le CESTI parce que bon, ça m'éloignait un petit peu de la famille, c'était pas plus mal. Donc Paris, pourquoi pas Paris, hein. Donc c'est un petit peu ça la raison initiale, parce que dans ma famille, il n'y avait personne qui était non plus dans l'ingénierie. Bon. Donc mon père était tout bib, bon bref, ça n'a rien à voir. Bon, comme je disais, d'accord. Donc ensuite, et là, j'ai fait ça, et après j'ai fait l'ISMCM, donc en école de spécialisation, comme on appelait ça, et en parallèle, on pouvait faire aussi un 3e cycle, donc un DEA. J'ai fait un DEA de métallurgie. J'avoue que ce qui m'a vraiment intéressé au départ, c'était la métallurgie. Donc ça, je me suis découvert. La métallurgie, c'était vraiment un truc intéressant. Donc j'ai pu faire ça à Paris 6. Bon. Et puis, en même temps, donc ça c'est la EA, c'était les cours, tout ça, avec des profs très spécialisés. Et puis, pour avoir le DEA, il fallait faire sur un mémoire. Et le mémoire, j'avais besoin du mémoire aussi pour l'ISMCM. Finalement, c'est le même mémoire qui a servi pour les deux, et je l'ai fait dans les laboratoires de l'ISM, de la maison ici, donc dans l'équipe Stasi, à l'époque, je vous rappelez bien notre lycée Stasi, et je l'ai fait chez lui. Bon. Et j'ai fait mon service militaire, et à la suite de ça, j'ai cherché un boulot dans le monde, j'ai trouvé une petite annonce qui demandait un ingénieur, j'ai envoyé mon dossier, on m'a dit qu'on l'avait bien reçu, qu'on s'en occupait, et puis j'ai eu l'idée de lui envoyer le travail que j'avais fait, à la fois pour l'ISMCM et puis pour le débat, et j'étais embauché immédiatement par télégramme. C'était pas compliqué, on n'a même pas vu. C'était vite. Donc je me suis retrouvé dans une équipe qui était donc à l'Institut de recherche de la sidérurgie, parce que c'est ça qui m'intéressait. Alors je dois dire qu'il y avait quand même une chose que j'ai oublié de dire, mais j'ai la même que toi finalement, c'est le fait qu'au CESTI, il y avait beaucoup de stages et beaucoup de présence à l'industrie. Parce que moi qui ne connaissais rien dans l'industrie, je disais ça c'est un bon truc, et pour moi, et ça reste encore aujourd'hui un des points essentiels, on l'a dit peut-être, mais c'était quand même très important, et j'avoue que
l'industrie m'a passionné à ce niveau-là. Et puis finalement, les aspects recherche m'ont fortement intéressé. Et c'est pour ça que donc, je suis rentré à l'IRSI, l'Institut de recherche et sellerie, comme je disais. Et là, j'ai eu un travail, j'ai été embauché comme ingénieur, dans un secteur qui était l'utilisation de l'acier. Parce que l'IRSI s'occupait à la fois, partait du minerai finalement, puis arrivait à des produits finis comme le rail ou certaines pièces finales, des demi-produits bien entendu. Et donc là-dedans, beaucoup de relations avec les utilisateurs finaux qui étaient toute l'industrie. Donc en fait, un boulot qui était à la fois je dirais, finalisé sur le produit acier, mais sur l'industrie de manière générale. Et donc, là où j'étais, en plus, mon directeur, mon responsable qui m'avait embauché, en fait, avait la bonne idée de partir au bout de 6 mois. Tant mieux parce qu'il était il était très bien, mais bon, c'était pas facile avec lui. Et alors là, s'est posé la question, est-ce qu'on remplaçait mon responsable ou est-ce que c'est moi qui le remplaçais? Moi, je me suis occupé de rien. Bon, ils ont consolidé mon poste. Je me suis retrouvé comme ça au bout de 6 mois. C'était pas facile parce qu'il y avait toute une équipe, un laboratoire avec des gens. Bon. Et puis finalement, ça s'est pas trop mal passé. Donc j'ai continué là-dessus. J'ai fait grossir mon équipe. Et là, j'ai fait de la recherche industrielle, finalement, comme on faisait à l'IRSI. L'IRSI qui est devenu ArcelorMittal Research, qui se trouve maintenant à côté de Metz. Et puis, j'ai passé 20 ans à ça. J'ai beaucoup utilisé, à la limite, mon deuxième baccalauréat, si je puis dire, parce que j'avais fait une section très spéciale qui existait à l'époque, qui s'appelait A', parce qu'on avait deux baccalauréats à l'époque. Hein. Il y avait celui à la fin de la première, et puis après, il y avait donc la suite. Et cette section A', c'était donc mathématiques, latin, grec. Ouais, c'était un truc quand même spécial. Bon, c'est spécial, mais bon. Et donc, finalement, j'étais assez bon quand même, finalement, en langue. Et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup publié. J'ai plus de 400 publications, j'ai fait beaucoup de trucs là-dessus, j'ai des bouquins. Bon, ça m'a aidé de savoir, non pas écrire, mais écrire d'une manière claire, parce qu'au niveau scientifique, on a intérêt à être clair, autrement, ça ne va pas très bien. Bon, disons que ça m'a été assez utile. Et puis, au bout de 20 ans, on est venu me chercher, donc c'est le CETIM, le Centre technique d'industrie mécanique, qui est un autre centre technique ou institut de recherche, mais toujours tourné vers les industries. Et donc là, j'ai pris un département qui faisait 70 ou 80 personnes, je ne sais plus combien exactement, qui s'intéressait à la fois donc, aux propriétés des matériaux, métalliques en l'occurrence, et puis aussi à la mise en œuvre. Donc on s'occupait aussi de mise en forme, d'emboutissage, etc. dans ce secteur-là. Voilà. Et j'ai fait la deuxième partie de ma carrière là-dedans. Entre-temps, comme j'avais fait pas mal de publications, j'avais animé des programmes, j'ai pu passer une thèse d'État, donc une thèse qui ne me servait à rien a priori pour mon boulot, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un point de plus pour autant, mais qui m'a permis d'avoir des relations très soutenues avec les milieux académiques, en particulier avec Subega, où j'y vais très souvent, et j'ai fait pas mal j'étais dans beaucoup de jurys de thèse, des choses comme ça. Donc ça c'est intéressant parce que ces gens du centre technique comme le CETIM, c'est quand même une courroie entre les deux, un lien entre industrie et le reste. Voilà. Non mais c'est tout. Non. Et maintenant je suis consultant aussi, je continue à faire des cours, parce que j'ai fait des cours aussi, je continue à faire des cours en CTK et ailleurs. Voilà, c'est tout. Alors je vais rapidement, alors je vais pas vous parler de moi, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur ce que je faisais avant SupMeca. Alors j'ai une petite particularité, je pense que je suis le plus jeune, parce que je suis P 2007, et comme j'ai fait un master et un doctorat après, je suis sorti en 2011, ça fait même pas 10 ans que je suis sorti de l'école. J'ai fait le choix de devenir un SupMeca, donc j'étais très impliqué dans la vie associative, je crois qu'il y en a pas mal qui sont aussi très impliqués, donc je dirigeais le club Voile à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours, la Junior Entreprise, qui elle existe toujours, je l'ai présidée. Donc j'étais assez impliqué dans la vie associative. J'ai commencé par faire 5 années de conseil parce que je ne savais pas trop vraiment où aller bosser. J'avais envie d'avoir une expérience un peu transverse. Et puis au bout de 5 ans, je croyais en un projet qui était celui que j'avais fait pendant ma thèse. C'est-à-dire que j'avais développé des choses qui étaient assez novatrices à mon sens. Personne n'y croyait vraiment à l'époque. Et moi je me suis dit, j'y crois. Donc j'ai passé 5 ans en parallèle à ma vie de conseil à développer de l'algorithmie, à programmer des logiciels, etc., pour prouver que ce que je disais, j'avais annoncé dans ma thèse, était vrai. Et au bout de 5 ans, j'ai pas eu la chance d'avoir un patron qui est parti. Donc j'ai décidé de claquer ma démission, de vendre mon appartement, de monter 3 sociétés.
donc c'était il y a à peu près 3 ans, et de commencer ma vie d'entrepreneur, entre guillemets, un peu seul, en pleine mer. Et ça m'a assez bien réussi, parce qu'aujourd'hui j'ai 2 entreprises principales, un cabinet de conseil, donc il y a des activités en ingénierie de la conception, en ingénierie système, et une société de logiciels qui fait de l'intelligence humaine augmentée. Alors pour faire très rapide, en fait j'ai développé une méthode qui permet de reproduire la manière dont les ingénieurs pensent des problèmes très complexes. Et donc aujourd'hui on m'appelle, alors moi et mes équipes, presque dans le monde entier, parce qu'on a des contrats jusqu'à Los Angeles, pour concevoir des systèmes du futur extrêmement complexes. Donc des systèmes de contrôle-commande de cœur de réacteur, des plateformes de satellites, les futures batteries de traction des véhicules, etc. Ce genre d'activité. Voilà. Donc moi ça fait 10 ans, donc je vais être plus bref, hein, j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, mais je suis ravi d'être parmi vous. Voilà. Moi je m'appelle Rémi de Merceman, c'est vrai, j'ai pas commencé par les fondamentaux, je connais pas mal de monde, apparemment. Je suis sorti de l'école en 99, à l'école j'ai été le 2e rédac chef du Perroc, qui s'appelait encore Perroquet, et qui s'est appelé Perroc juste après. Et puis sorti d'école, j'ai participé modestement avec quelques-uns à la cofondation de l'association Sud-PK. J'étais, je crois, de mémoire, j'étais premier secrétaire à la création. Et puis j'étais ingénieur pas très loin, j'ai commencé chez Bosch à Drancy. J'avais trouvé mon stage de fin d'études à cet endroit-là et je suis resté sur place. Je me suis occupé de système de frein pendant 5 ans. Pour les clients étrangers, puisque les gens avec qui je travaillais étaient issus d'une ancienne entreprise française qui ne parlait pas beaucoup anglais, donc ils m'avaient vite collé aux clients étrangers, ce qui fait que je suis rapidement tombé dans à la fois la gestion de projet, les relations commerciales et internationales, ce qui m'a beaucoup plus plu que le technique, parce que j'avoue que j'ai une appétence technique assez faible. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai commencé à avoir la première de mes nombreux enfants, qui a eu des problèmes de place de crèche à Paris. Et de ce petit problème est arrivée une solution, parce que je me suis retrouvé président d'une association qui a une crèche de 20 places. Ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc un peu comme toi, pendant 5 ans, j'ai fait les 2 activités en parallèle. J'ai travaillé sur les trains d'atterrissage de la 400M d'un côté, et puis je me suis occupé d'une agence d'ingénieurs et de techniciens pour Safran chez Astrium, enfin Airbus Space maintenant, au Muro. Et en parallèle, j'ai créé une entreprise de crèches qui partit de zéro en 2005 et est arrivée en 2015 à 40 crèches, 350 personnes. J'ai revendu, c'était le 6e acteur français, j'ai revendu au 3e acteur. Et sur base de ça, j'ai décidé de me lancer dans ce qui s'appelle le fil entrepreneuriat. Et donc j'ai décidé de créer une fondation et d'entreprendre autour de cette fondation. Donc j'ai créé la fondation Oikos. Fondation Oikos qui a vocation à faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir une activité économique en travaillant sur son impact social, sociétal ou environnemental. Notre mot d'ordre est de dire, si vous réfléchissez à votre impact sur l'une de ces trois thématiques, ou sur les 3 même, vous allez en plus faire une amélioration de votre performance économique. Donc il y a une fondation d'un côté, une entreprise de l'autre. L'entreprise a créé aujourd'hui 3 cités de la RSE, c'est comme ça qu'on les appelle, une à Nation à Paris, une à Toulouse, une à Lille, dans lesquelles on accueille des entreprises. On accueille au total aujourd'hui, on doit avoir pas loin de 400 ou 500 postes de travail. On fait des conférences, on a un programme de formation, d'accompagnement et d'investissement, puisqu'on a créé aussi un fonds d'investissement qui accompagne les entreprises. Et en parallèle de cette activité-là, je me suis retrouvé un peu par hasard pour soutenir les journalistes d'un journal qui était tombé en liquidation. Je me suis retrouvé gérant d'un journal qui s'appelle JT, le journal toulousain. Maintenant, je suis installé à Toulouse, ayant épousé une Toulousaine, voilà, que j'ai quitté depuis, mais avec qui on s'entend toujours très bien, avec qui j'ai eu 4 enfants. Et donc le journal toulousain d'un côté et une école de journalisme pour la même raison, puisque l'école est tombée en liquidation et on l'a repris en société coopérative qui s'appelle l'ISJT. Voilà, donc multi-entrepreneur. Parfait. Alors c'est impressionnant parce que là, dans ce tour de table, on vient de faire plusieurs balayages, mais on voit un ADN qui est en train de se dessiner, c'est l'opportunité, la pugnacité, et puis on voit bien qu'il y a un caractère très innovant dans cette école. Il y a un ADN qui est là et qui est sous-jacent et qui permet d'avancer. Alors, on va commencer la deuxième partie de la table ronde. Alors, on vient de faire ce tour de table et on a décidé, vous avez posé des questions, vous avez interviewé, donc merci aux étudiants de Supmécal qui ont travaillé dans ces interviews. On a repris ces petites questions et on voulait faire un petit tirage au sort et essayer de répondre et vous faire communiquer sur ces questions.
faire un petit tirage au sort des questions. Je vais me ranger un peu rapidement quand même. Il y a une question pour le public là-dedans, qu'on pourra remettre dedans s'il y a plusieurs questions après. Par qui je commence? Qui veut tirer au sort en premier? La première question. Corinne, les femmes d'abord. Est-ce que j'ai le droit de choisir, non? Bah non, J'aurais pu désigner. c'est le sort. Par contre, tu n'es pas obligé d'y répondre. Hein. On va voir un peu avec Alfred comment... Tu arrives à lire d'abord. Oui, parce que je me suis équipée. Les relations humaines riment-elles avec carrière? Qui veut répondre? Vous avez 4 heures. Vous avez 3 minutes. La première réponse, c'est que oui, parce que sans relations humaines, il n'y a pas de carrière. Pour moi, c'est évident. Puisqu'on ne peut rien faire tout seul. Donc ça, c'est pour moi la base d'une réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Donc j'ai pas de doute sur le fait que... Et qu'est-ce que tu entends par relations humaines en tant que... Les relations entre les humains. Et pas une direction RH qui a juste un numéro et des choses à faire, mais c'est plus la relation humaine entre les humains, ce qui fait le moteur. Alors, qui est-ce qui veut rebondir sur Christophe? Pour moi, les relations humaines sont absolument clés dans une entreprise. Donc moi, je ne suis pas un entrepreneur. Je vis dans un univers industriel et je vois les jeunes ingénieurs arriver avec un bagage technique important. Et souvent, ce qui leur manque, c'est la capacité de leadership ou la capacité de communiquer et de donner confiance aux clients qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise. Donc j'insiste beaucoup là-dessus et lorsque je recrute des jeunes, j'essaye de voir s'ils ont ce que j'appelle l'œil vif. Voilà. J'aime bien avoir des gens qui ont envie et qui sont engagés et qui sont capables de communiquer. La communication étant intéressant parce que c'est dans les deux sens. Hein. Donc il y a un émetteur et il y a un récepteur et il faut que le message soit bien compris des deux côtés. Donc ça c'est important vis-à-vis de nos clients. Et c'est important en interne aussi, on va parler de réseau tout à l'heure. Si on n'est pas capable de développer notre réseau, donc c'est des relations humaines, et ben on n'arrive pas à avancer dans une entreprise. C'est important d'identifier ses successeurs. On n'a pas le poste du dessus si on n'a pas identifié qui pouvait nous remplacer dans le poste d'avant. Et c'est important pour évoluer d'avoir l'aval de ses pairs. Voilà, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément connues lorsqu'on est à l'école, mais développer vos relations humaines, c'est clé. Quand j'embauchais des jeunes ingénieurs ou des jeunes cadres, je pesais à peu près 50% la personnalité et 50% le cursus. Parce que l'empathie, c'est pas forcément quelque chose qui est distribué de façon égale à tout le monde. La capacité à communiquer, à entendre, là non plus, c'est pas forcément une capacité que tout le monde a à un bon degré. Et donc c'est quelque chose qui rentre dans les relations humaines et qui est fondamental pour l'évolution à la fois de la personne et de l'entreprise dans laquelle elle est. Moi la question m'éclate parce que la question pose la question de savoir ce qu'est une carrière finalement. Voilà. Alors, j'ai connu des gens au début de ma carrière industrielle, qui étaient chez Bosch, donc anciennement chez Line, anciennement chez Bendix, qui étaient en fin de carrière, qui avaient fait toute la carrière au même endroit. J'ai de moins en moins de copains et de moins en moins de jeunes embauchés que je vois un peu partout ou qui se projettent dans cette dimension-là. Et c'est à ce moment-là que la logique de la relation humaine se pose, mais c'est aussi et surtout, et je rebondis sur ce que dit Alain, sur la question d'être. Être soi-même, faire une carrière, ça dépend de ce qu'on est, ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire éventuellement. Mais voilà, et c'est pas étonnant qu'Alain pesait 50% de l'être plutôt que 50% du savoir, parce que c'est vraiment cette question-là. Et j'adore la question pour la question de la carrière. Alors je vais réagir sur un autre aspect un peu différent.
alors merci pour toutes les réponses qui sont très intéressantes. Alors moi j'ai eu la chance de travailler dans un groupe de 20 000 personnes et aujourd'hui d'être à la tête de petites équipes. Alors quand on parle de carrière, eh ben, une carrière dans un grand groupe ou une carrière dans un petit groupe, ça n'a rien à voir. Parce qu'un grand groupe, il y a une hiérarchie, il y a des rôles bien déterminés. Dans un petit groupe, petite société, il faut tout faire. Vous avez des opportunités énormes d'aller travailler sur différentes choses. Et je pense que le côté humain, eh ben, il est pas franchement le même dans un grand groupe ou dans un petit groupe. Donc il y a quand même des choix, alors pas de carrière au début, mais il y a des questions qu'on peut se poser en disant finalement j'ai envie de quoi? Si je veux répondre à une mission précise, être sur des rails entre guillemets, à faire une tâche bien précise ou atteindre une mission bien précise, les grands groupes c'est intéressant. Si je veux toucher un peu encore à tout, être un peu leader, avoir ce côté très proactif, les petites entreprises ça apporte beaucoup de valeur. Voilà, c'est juste un petit commentaire complémentaire. Non, mais je ne suis pas d'accord entre l'opposition grand groupe et petite société. Parce que dans des grands groupes, tu as toujours de petites entités où tu retrouves ce que toi tu trouves dans de petites sociétés. Ça a été mon cas chez Renault, j'ai toujours choisi des petites unités et là tu touches à tout, c'est vrai. Et tu apprends beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que c'est plus formaté, c'est sûr, mais au-delà de ça, tu as quand même la même possibilité dans des grands groupes, à mon avis. Alors, je crois que Benoît, Benoît, tu voulais réagir? Finalement, c'est une question par personne, c'est ça? Ouais, je partage un petit peu ce que tu viens de dire, même si j'entends et je comprends ton raisonnement. Moi, je suis aussi, chez Airbus, c'est un gros groupe, on est rien qu'à Toulouse, 23 000. Mais alors, cette idée de petite structure, même si, et je mettrai un bémol, on ne retrouve pas, je pense, la même chose que dans une petite société, néanmoins, c'est le côté de réseau dont on parlait, que ce soit dans une grosse société ou dans une petite, la problématique elle va toujours être la même. C'est la communication, ce que tu disais très, très justement avant, l'émetteur et le récepteur, c'est une discussion, c'est à la fois apprendre à partager l'information qu'on a, à expliquer, à faire savoir ce que l'on sait, mais également l'émetteur doit être capable d'analyser, et ça je pense qu'au niveau des études d'ingénieur, c'est aussi quelque chose qui est important et qu'on peut réutiliser outre la partie technique, mais l'analyse de l'information qu'on reçoit, de qui on la reçoit, quel est le moment où on la reçoit, et voilà, tout ça c'est des aspects qui je pense qu'on peut retrouver, que ce soit dans une grosse société où forcément avec des cloisonnés, quelquefois entre différents services, ou j'imagine le cas d'une petite société, où on va avoir des intervenants qui vont être différents, où l'approche de l'organisation, on va dire, est différente, mais où on se confronte, j'imagine, à également tout un tas de petites entités qui peuvent représenter, voilà, et cette discussion-là, ce positionnement, il est intéressant, je pense. C'est d'ailleurs un des enjeux des grandes entreprises, c'est d'être capable, dans des cellules innovation ou dans des cellules bien déterminées, d'avoir l'agilité et la flexibilité d'une start-up. Et c'est vrai qu'il y a un monstre qui avance, qui va à son petit rythme, et transformer une partie de ce monstre-là de façon agile dans un groupe innovation, c'est quelque chose de difficile, mais c'est un enjeu absolument indispensable pour croître. Voilà, donc merci pour ces réponses. Donc la question, prochaine, c'était les relations humaines Rintel avec carrière. Donc a priori c'est un élément clé, il n'y a pas que la technique qui compte. Et voilà. Question suivante, est-ce que quelqu'un veut tirer au sort la prochaine question? Bon allez, hop, dans l'ordre, comme ça c'est réglé. Alors, mobilité professionnelle, Rintel avec carrière. Ça va intéresser Rémi, parce qu'on va reparler de carrière. Donc, mobilité, Rintel avec carrière. Alors, si on pense à carrière en termes d'opportunités, et encore une fois, c'est pas juste finir chef du chef.
Enfin, en tout cas c'est ma vision. Une carrière, c'est aussi la possibilité de faire ce qu'on aime, donc on en a parlé, d'évoluer. Dans mon cas, j'ai eu la chance au sein d'Airbus d'aller chercher ou de saisir les opportunités pour faire de la mobilité interne. Comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà changé au moins trois fois vraiment de corps de métier au sein d'Airbus. Et à chaque fois, ça m'a permis quelque part d'ajouter une corde à mon arc, de rajouter à ma compréhension personnelle de la société, de l'industrie, une composante différente. Il y a toujours un prisme quand on est dans un poste, et donc ça m'a vraiment aidé à chaque fois à remettre en cause un certain nombre de mes pensées, et puis apprendre à chaque fois, comprendre l'autre. Quelquefois, quand on se retrouve dans la direction avec laquelle on était, on va dire pas en opposition, mais dans le cadre du travail, il y a toujours des intérêts quelquefois divergents. Quand on se trouve de l'autre côté, ça permet de comprendre, d'apprendre, de grandir, et du coup, forcément, en tout cas, de s'épanouir plus. Peut-être une réaction, Rémi. Puis après, je pense peut-être Corinne aussi. Mobilité, conciliation, vie pro, vie perso, question des valeurs et de comment gérer les différences entre les différentes personnes. Je pense que c'est des questions, et la question de la carrière, c'est des questions qui se posent historiquement de manière, à mon avis, totalement erronée, puisqu'elles posent la question de l'avoir, c'est-à-dire j'ai quel poste, j'ai quel salaire, j'ai quelle fonction, plutôt que de la question de l'être. Et c'est être soi, et donc c'est conciliation vie perso, vie pro, parce que je suis moi, mais en fait je suis la même personne qui bosse et la même personne qui bosse pas. Et c'est la question des autres, c'est-à-dire je suis par rapport à la manière aussi dont je considère mes équipes. Est-ce que je considère que tout le monde doit être dans le même moule, et dans ce cas-là je fais le tri entre ceux qui s'en vont et ceux que je dois garder, ou est-ce que je considère que j'enrichis mon équipe parce que techniquement mon activité me permet d'enrichir l'équipe avec des profils différents. Et du coup la question de la carrière et de la mobilité, elle se pose autour de ça, autour de qui je suis maintenant, qui je serai demain. Je ne serai pas forcément la même personne, je n'aurai pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Si je ramène à mon propre exemple, quand je suis sorti de l'école, j'avais un but, j'avais une envie, je voulais avant 35 ans avoir au moins 100 personnes à manager. Bon, but atteint, et après, so what? Je me suis retrouvé planté dans mon froc en me disant, mais ok, je ne sais pas ce que je vais faire, finalement, je me suis trompé toute ma courte vie à l'époque d'objectif, parce que je me posais la question d'avoir 100 personnes à manager et pas forcément d'être, et donc de qui je veux être. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ça, c'est-à-dire à comprendre que je serais plus heureux en tant que professionnel, d'abord si je conciliais ma vie perso avec ma vie pro, si je conciliais mes valeurs perso avec les valeurs que je peux appliquer dans l'entreprise où je travaille, et si je me projetais non pas sur qu'est-ce que j'aurai plus tard, mais quelles sont les possibilités que j'aurai d'évoluer et de pouvoir être un professionnel dans une autre activité, et si jamais j'ai besoin de bouger. Quand j'étais dans l'industrie, j'étais pas heureux. J'étais de la technique, je savais que je suis sorti de l'école, j'ai accepté le poste chez Bosch à Drancy en sachant que je voulais pas faire de technique. Mais j'avais dit, voilà, j'ai fait 7 ans d'études, parce que j'avais fait 6 ans, parce que j'avais mis 3 ans à avoir le concours. J'ai fait 6 ans d'études, je ne vais pas tout lâcher, tout foutre en l'air, je vais jouer placé, je vais aller bosser, je vais gagner de l'argent, et puis je vais trouver le moyen, je vais me donner le temps de trouver le moyen d'être heureux, soit dans mon job, parce que je peux aussi être surpris par l'entreprise, et j'ai trouvé chez Bosch des postes, des fonctions dans lesquelles je me suis éclaté, soit dans un autre poste, et je vais me donner le temps de rebondir. Voilà, ça me semble être la question fondamentale, et la mobilité en découle. Mobilité et carrière, on va changer parce que ce qu'on veut être à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, c'est pas la même chose. Avant d'avoir les enfants, après avoir eu les enfants, la conciliation vie pro, vie perso, elle est beaucoup plus simple, effectivement,
c'est beaucoup plus simple de déborder du temps pro sur le temps perso quand on n'a pas d'enfant, quand on a une vie sociale qui est plutôt nocturne, on peut travailler plus tard, et c'est plus difficile après. Voilà, donc c'est vraiment une vision beaucoup plus multiple dans la durée, en se disant on sort à 25 ans ou à 20-25 ans de l'école, on bossera jusqu'à 65-70 ans, moins si on réussit à trouver le moyen de faire moins avant, mais en tout cas on va bosser 35-40 ans, et c'est pas la même personne qui va bosser 35-40 ans, et les réponses elles sont multiples. Et vraiment le plus important c'est de se poser moi en tant qu'ingénieur, puisqu'on sort d'une école d'ingénieur, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui, qu'est-ce que je pense que j'aurais envie d'être demain, et puis de se positionner autour de ça. Oui, je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait, dans la vie, il y a plusieurs étapes et on n'a pas les mêmes besoins, pour revenir sur la question tout à l'heure. Et en fait, il faut être à l'écoute aussi de soi et bien se connaître. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et c'est ça qu'il faut surtout pas négliger. Parce que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas et on n'est pas bien, et on se lève le matin, on n'a pas envie d'y aller, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti une fois, où j'ai eu un responsable, ça marchait pas du tout. Et en fait, au lieu de se renfermer ou de rester sans rien faire, j'ai cherché ailleurs. Et je suis partie, et après, j'ai développé d'autres choses. Il faut surtout, et là je rejoins quelqu'un qui l'a dit, il faut être en accord avec ce qu'on vous fait faire et ce qu'on fait. Sinon, on ne peut pas se regarder dans la glace, et ça, je pense que c'est le plus important. C'est d'après 28 ans, avoir toujours envie de fabriquer des verres pour monter sur des voitures de rêve. Bien sûr, avoir des difficultés. Bien sûr, essayer de prendre en considération tous les parties prenantes et les parties intéressées qui sont autour, sur la sustainabilité, sur... Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis directeur qualité, donc évidemment, je dois faire participer des gens. Mon CEO, quand je le prépare pour être interviewé sur la norme IATF, évidemment que ça ne me branche pas. Bon, mais si en 1 heure, je lui dis, t'expliques ce que tu veux faire, c'est quoi ta vision, et tu mets 2 tableaux pour revenir un peu à la norme, pour quand même répondre par rapport au cadre, parce que le cadre, il y en aura toujours, quel que soit le sujet. Je pense que c'est aussi, on va reparler peut-être de l'innovation, dans n'importe quel métier, on peut rendre attractif ce qu'on a à faire passer, même si c'est pas hyper attractif a priori. Et je pense qu'on peut se développer soi, garder ses valeurs et continuer à en faire profiter l'entreprise et aussi sa vie perso. Parce que si on est bien en entreprise, on sera bien dans sa vie perso, et si on est bien dans sa vie perso, on sera bien en vie professionnelle. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et pour une femme, je pense que c'est encore plus marqué, parce que souvent, on sort de l'école et on se dit, bon, j'ai fait un diplôme, mes parents ils se sont serrés la ceinture pour me payer mes études à Paris. Il n'y avait pas la cité Pierre Azou à l'époque, donc quand je suis arrivée au foyer des jeunes travailleurs à Saint-Ouen, ma mère a failli pas me laisser quand même. Hein, donc voilà, là, c'était la réalité, on a trouvé un appart, on s'est débrouillé, et je suis rentrée que pour les vacances parce qu'il n'y avait pas le choix, et puis voilà, et ça avance. Donc quand on a un diplôme, ses parents se sont sacrifiés, on se dit, je peux en faire quelque chose. Je ne vais pas m'arrêter au bout de 2 ans et ne pas le faire fructifier. Par contre, le métier d'ingénieur, je ne savais rien, et donc je l'ai découvert, et on le fabrique en fait, finalement. Parce que c'est quoi un métier d'ingénieur? C'est rien, c'est un permis de conduire pour pouvoir rentrer dans une entreprise, découvrir des métiers, et après choisir le sien, celui qui vous convient le mieux. Et celui qui vous convient le mieux, c'est pas forcément le même au début et après les enfants, surtout pendant la période des enfants, où là on se dit, moi j'ai refusé un poste de chef de projet où il fallait se déplacer beaucoup, et j'ai dit non, parce que mes enfants ils étaient petits et j'avais besoin de rester sédentaire. Donc je suis allée sur un poste de production, et je me suis éclatée. Et finalement, je gérais 50 personnes, des gens qui auraient pu être mon père, hein, parce que c'était que des hommes, c'était très difficile. Mais finalement, j'ai trouvé des gens qui, si on les respecte, si on les écoute, si on échange, parce qu'on avait des choses à partager, là, on réussit. Parce qu'on réussit ensemble. Et ils m'ont permis de continuer. Et je crois que je leur ai aussi appris, à l'époque, parce que c'était quand même il y a 25 ans, qu'être géré par une femme, finalement, c'était pareil qu'ailleurs, quoi. Ça ne changeait rien. Mais ils n'étaient pas préparés. Hein. Je vous avoue qu'ils n'ont pas accueilli à bras ouverts. Et finalement, l'entente s'est bien passée.
Oui, tu peux réagir. Oui. T'as le micro. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on était parti sur la mobilité, je trouve le titre, on est un petit peu dérivé, mais tout est en tout réciproquement. Moi j'avoue que je vois du petit lait en écoutant mes collègues, parce qu'on est tous pareils, finalement. On n'est jamais aussi bon que quand on est soi-même. Hein. C'est le 17 automne grec, là. Connais-toi toi-même, à partir de là, on va réussir pour soi-même et pour l'entreprise, forcément, de surcroît. Et moi j'irais même plus loin, je dirais que ça, on le fait pour soi-même, mais il faut le faire pour ceux qui vous entourent. Parce que si je rebondirai là-dessus, parce que moi j'ai passé ma vie, parce que je me suis découvert aussi, la science découvre, ça aussi c'est vrai, on découvre dans le travail. En faisant, on découvre qui on est. Et je pense que réussir à travailler, je dirais plutôt en équipe, plutôt qu'en chef, c'est-à-dire en équipe, c'est-à-dire en faisant partager un petit peu, en respectant les autres, en les écoutant, en échangeant, et ensemble, en trouvant en gros comment travailler, et que chacun soit le mieux possible, justement, comme soi-même. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls, parce qu'on a un petit peu plus de pouvoir, à faire ce que l'on veut, mais au contraire, des choses où on est vraiment, on a envie de le faire. Si tout le monde a envie de le faire, on est invincible quoi, dans un travail. Et moi, j'ai rencontré ça très souvent. Et aujourd'hui, enfin, plus c'est aller, c'est plus dans mon travail, dans ce que je faisais, dans mes équipes, c'est ça, faire que les gens soient heureux de travailler. C'est la base. Alors, c'est scandaleux de dire ça. Hein, moi, j'ai 75 ans aujourd'hui, je continue à bosser. Pourquoi? Parce que je suis vraiment heureux avec les gens que j'ai rencontrés, que je continue à rencontrer aujourd'hui. Parce que c'est un petit peu ça. Il faut non seulement être heureux soi-même, mais être heureux tout seul, je crois que c'est pas raisonnable non plus. Donc il faut que les autres qui sont autour en profitent aussi. Donc c'est comme le monde d'aujourd'hui, hein, qu'il y a un jour des gens qui gagnent des milliards en haut et en bas, qui n'est pas de pavis, ça ne marche pas non plus. Il faut un équilibre. Fini. Oui, j'ai fini. Merci de me rappeler, parce que c'est raconter ta vie. Attendez, une question là. Une question du public, ouais. Un peu d'improvisation, allons-y. Bon, je me sens très mal à l'aise à l'heure actuelle, c'est l'instant, parce que je suis un horrible exemple d'immobilité absolue. En 50 ans de carrière, je n'ai eu qu'un employeur. Donc je me sens un peu décalé, vis-à-vis de ce que vous disiez. Et par contre, je remercie énormément Submeca, enfin de Cesti et Submeca, qui m'a donné cette opportunité. C'est-à-dire que j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire et finalement prendre une revanche sur la vie, puisque quand j'étais bachelier, je voulais être pilote d'avion, comme à l'époque beaucoup de jeunes voulaient être, et on m'a électé de l'école de l'air, parce que j'étais trop maigrichon. Avec mon nom, c'est quand même... c'est quand même paradoxal. Bon, ceci étant, effectivement, j'ai eu la revanche quand même, puisque finalement, en fonction des différents travaux qu'on a pu réaliser dans le laboratoire de tribologie dans cet établissement... Tu peux tenir le micro. Oui, je sais pas tenir le micro en plus. Donc, j'ai eu ma revanche, puisque le hasard des sujets que l'on traitait nous a amené, avec Geneviève Englebert, notre collègue, vous voyez, à être nommé membre émérite de l'Association aéronautique et astronautique de France. Bravo. Donc, voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, moi, Merci René. Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur René. Quand il dit manque de mobilité, il faut dire que quand même, il a été donné des cours régulièrement au Maroc, il a été régulièrement en Tunisie, mais ça, quelquefois tous les mois, et pendant plusieurs années. Il a été aussi au Vietnam, donc si vous voulez, il est peut-être resté dans la même entreprise d'État, mais il a bougé. Merci pour cette précision, c'est très important. Benoît, tu voulais rebondir? Je vais faire vite, mais il y a deux choses. C'est effectivement, comme il a été précisé, la mobilité, c'est pas juste de changer de société. Hein, donc ça, je pense qu'on a pu voir et on est tous d'accord. Et il y a aussi, je pense que la société, elle évolue. Je pense que si on s'adresse aujourd'hui aux jeunes qui sont encore à l'école ou aux jeunes anciens qui sont sortis il n'y a pas longtemps, je pense que personne ici n'est capable de savoir ce que leur carrière donnera, ce que la société
sera et comment ça va évoluer. Je pense que pour nos doyens ici, la carrière, c'était effectivement une progression à travers ça pouvait être à travers une société, et même moi quand je suis sorti, voilà, ça effectivement, rentrer dans une grosse société, faire carrière, voilà, ça pouvait être intéressant. On voit bien aujourd'hui, et que ce soit dans les différents parcours qu'on a vus là, et je pense que ce sera d'autant plus vrai pour les jeunes. Voilà, le temps et la mobilité, ce sera plus juste une mobilité, une carrière dans une société, une trajectoire dans une société. Ce sera plutôt au sein de la société, de notre société, avec différents points, et on ira à droite, et un jour on démissionnera, on créera une boîte, puis une deuxième, et puis on les revendra, on reviendra sur autre chose. Et je pense que ça va être de plus en plus. Donc pour les prochains, je pense que ça sera différent de ce que nous on a pu connaître. Voilà. Moi j'ai une petite réaction par rapport à ça, rapidement, mais en fait j'ai l'impression que quand on parle de mobilité professionnelle, en fait, il ne faut pas effectivement se cantonner juste à la mobilité d'une société à l'autre, la mobilité géographique non plus, a priori c'est pas ça qui est important. Par contre, dans mobilité, moi ce à quoi ça me fait penser tout ça, c'est qu'en fait il faut être mobile surtout dans sa tête, et mobile intérieurement en fait, pour ne pas être par peur de l'inconnu, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui caractérise un peu tout le monde là sur toutes les réponses que vous faites. Prochaine question peut-être, ou une dernière réaction. Prochaine question. Quand on parle de carrière et de vie personnelle et de mobilité, moi, carrière, sincèrement, je suis peut-être atypique, j'ai jamais su ce que ça voulait dire, et ça n'a jamais été un fil conducteur pour moi. Le fil conducteur, c'est au bout de 3 ans de fabrication, je m'emmerdais, j'ai demandé à changer. Et après, j'ai eu le bol de tomber sur des métiers qui me passionnaient. Et toute ma vie, j'ai été passionné. Et la seule petite qualité que je pouvais avoir, sans doute, c'était de motiver, de passionner mes équipes autant que j'étais passionné moi-même, ce qui nous permettait de réaliser des trucs fabuleux. Par contre, par rapport à la vie personnelle, j'oppose pas carrière et vie personnelle, j'oppose passion et vie personnelle. Parce que quand tu es dans la passion, il y a un moment donné où tu es enfermé dans un truc, où moi je me levais à 6h du matin, je pouvais rentrer à 22h le soir sans aucun problème, parce que je ne voyais pas le temps passer, c'était fascinant ce que je faisais. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a servi d'alerte et de régulateur. 2 anecdotes très vite. Un jour, je rentre, je sais plus, je rentre un soir, on parle de vacances avec les enfants, j'avais 3 enfants, et je commence à émettre des suggestions, et clac, il y a, je ne sais pas si c'est l'aîné ou un autre, qui me dit, de toute façon, toi, t'es jamais là, donc c'est pas la peine que tu parles de vacances. Bon, clac. Ça m'a fait réfléchir et changer mon comportement. Je me suis astreint 1 jour par semaine à rentrer beaucoup plus tôt du boulot pour avoir quelques heures, vraies heures avec mes enfants. Bon, ça c'est première anecdote. Deuxième anecdote, un peu plus tard, on me propose un poste à Bordeaux comme patron commercial de la région. Et je rentre à la maison, je parle de ça. Unanimité, quasiment mon épouse avec, de toute façon, toi qui vas, nous on reste là. Donc je suis rentré et j'ai dit non au poste. Parce que j'estimais que ma vie personnelle était... Et puis ça ne m'a pas desservi du tout. Mais je pense qu'il faut être capable de dire non à certains moments, il faut être capable de changer à d'autres moments. Mais raisonner en termes de carrière, ça m'apparaît un stéréotype début. Hein, ça. Ok. C'est noté. Je peux rebondir? Non, non, j'y vais. L'innovation rime-t-elle avec industrie et parcours professionnel? Donc pour moi, très certainement, je suis responsable de l'innovation et de la R&D. Je pense qu'aujourd'hui, alors j'étais la semaine dernière j'étais en début de semaine à New York, il y a 2 semaines en Chine et il y a quelques semaines en Inde. Je peux vous dire que le monde change. Je peux vous dire qu'en Asie, ça bouge très vite, qu'ils fabriquent beaucoup plus d'ingénieurs que nous on en fabrique,
Et ce qui nous différencie réellement de ces marchés-là, c'est notre capacité à innover. Et je pense aussi notre excellence au niveau de nos professeurs et de notre parcours scolaire, réellement. Donc, si on n'innove pas, si on ne fait pas du nouveau, si on n'essaye pas de se différencier, d'amener de la valeur dans tout ce qu'on fait, on va se faire bouffer par la masse. Donc voilà. Donc moi, je pense réellement que oui, c'est un élément clé qui rime avec industrie. Maintenant, est-ce que ça rime avec parcours professionnel? Alors ça dépend complètement des individus. Vous avez des gens qui peuvent s'éclater en innovation, c'est mon cas. Moi, j'aime la nouveauté, j'aime les choses... J'aime partir de rien et créer quelque chose, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et il y a des gens qui vont adorer faire de la prod, et c'est tout aussi noble, ou faire de la qualité. Après tout, il faut de la variété dans une entreprise, il faut de la diversité dans une entreprise, il faut de la diversité dans notre parcours professionnel pour s'éclater. Voilà. Qui d'autre? Une réaction peut-être sur l'intelligence artificielle? Oui, alors moi j'ai pas fait carrière. J'ai pas fait. L'intelligence artificielle, il fait 66, Alain, tu as déjà rebondi 2 fois. J'arrête pas de rebondir. Le milieu aussi, mon parcours professionnel a été comme ça. Non, mais simplement innovation, vous parlez d'industrie. Moi j'ai fait carrière dans le service. C'est exactement le même levier. Hein, il ne faut pas l'oublier. Bon, du coup, contraint et forcé, je prends la barre. Après la P66. Ce qui n'est pas forcément facile. Bien sûr, pardon. On parlait d'innovation, donc devant une antenne sans fil, vous pouvez mettre la main. Vous m'expliquerez l'innovation de ce genre de produit. Non, mais pour réagir, alors, c'est très rigolo parce que... Donc, pour les futurs designers de micro, il faudra faire autre chose. Alors, c'est très rigolo parce qu'on parle d'innovation. On se dit, effectivement, alors d'autres pays vont beaucoup plus vite que nous. En même temps, je réagis un peu sur la question de mobilité qu'on avait juste avant. Alors, j'ai pas réagi, mais finalement, je pense que ça retouche un peu la question. Moi, ma thèse a été financée par Schlumberger. Chez eux, vous aviez une carrière bien meilleure si vous étiez mobile au sens où vous alliez à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération qui est majoritairement sur la gauche aujourd'hui dira mais moi, j'ai pas envie de bouger et je m'en fiche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les entreprises vont devoir changer. Parce que les gens ne sont plus prêts, comme la génération 66 le faisait peut-être à l'époque, à dire je vais m'investir dans la boîte et je vais changer. Maintenant, c'est la boîte qui doit changer pour s'adapter à vous. On n'est plus tous sur le même paradoxe. Et donc en fait, quand on parle d'innovation, et j'adore ce que dit Christophe, c'est finalement, si c'est pour... alors j'ai vulgarisé un peu les autres, je m'en excuse René, mais si vous êtes un ingénieur pour aller appliquer une règle qui est dans un bouquin depuis les années 66, vous n'avez aucune valeur ajoutée. Aucune. N'importe quel, je m'excuse de vulgariser, mais un petit Indien qui a le même bouquin que vous peut faire aussi bien que vous. En revanche, allez résoudre, alors on parlait tout à l'heure d'ArcelorMittal, allez concevoir des choses très compliquées, très innovantes pour dire, tiens, aujourd'hui, donc, on a sur les véhicules, il y a des caisses en blanc. Les caisses en blanc, c'est toute la structure interne de la voiture qui va tenir le crash et la rigidité. Si vous voulez aller faire quelque chose de nouveau, d'innovant, il va falloir penser la manière dont on va penser des caisses en blanc pour des voitures électriques, ce qui pourrait être totalement différent d'une caisse en blanc d'une voiture thermique qu'on a aujourd'hui, et qui peut porter énormément de valeur. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut trouver dans un bouquin, parce que c'est des choses nouvelles, complètement innovantes, et il faut apporter des visions nouvelles sur comment concevoir un Lego de 500 pièces mécaniques, qui va être aussi performant qu'un Lego dont on a 100 ou 50 années d'expérience déjà derrière nous pour l'optimiser. Et ça, c'est des choses nouvelles, innovantes, que les Chinois ou les Indiens, même avec tous les ingénieurs qui forment tous les ans, ne nous piqueront pas si on arrive à résoudre ces choses complexes. Intégrer un capteur de pluie dans un pare-brise innovant, multistrate, ça, c'est des choses qu'ils ne sauront pas faire aujourd'hui. Copier un pare-brise, peut-être qu'ils apprendront, mais faire des choses innovantes dans ce domaine-là, marier les fonctionnalités, les technologies, ils ont encore du retard sur nous, et c'est là qu'on doit, à mon avis, aller pour gagner notre avance et puis pour augmenter notre profitabilité. Si je peux rajouter un point, si je peux rajouter un point, l'innovation, la question c'était quoi? C'était innovation est-elle avec industrie, hein?
Moi, je suis arrivé à Toulouse en 2006. À l'époque, la mode dans l'aéronautique, c'était le composite. Il fallait faire du composite, du composite, du composite. Moi, je suis arrivé là-bas avec une entreprise de crèche. Totalement innovante, parce qu'il y a un nouveau marché qui fait aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec un nombre de salariés énorme. Et je suis arrivé là-bas, je devais être la 4e entreprise créée en France sur le sujet, donc j'étais quand même assez récent. Et on cherchait des financements, je suis allé voir toutes les organisations de financement là-bas en disant on fait de l'innovation. Ah bon, votre produit il vole, il est en composite? Je dis non, c'est des enfants, c'est pas de l'innovation. Et donc la limitation que je mets sur est-ce que l'innovation rime avec l'industrie, ben non. Dans l'industrie, il faut l'innovation à mort. Par contre, surtout, il faut péter tous les schémas qui nous obligent à dire c'est l'innovation à cet endroit-là, c'est bien de flécher pour aider, mais l'innovation elle est sur plein d'autres trucs. Je pense qu'il y a 20 ans, personne ne pensait que Facebook pouvait exister. En termes d'innovation, pourtant, ça a été une innovation terrible. Et donc si, là je fais un peu de sujet franco-français, si la France veut résister à l'afflux massif d'ingénieurs venus d'autres pays, ben, la France a intérêt à s'ouvrir à la question de l'innovation au sens large et de la créativité, et à accompagner tous ceux qui peuvent faire de l'innovation et de la créativité, et qui ne sont pas forcément uniquement dans sa vieille industrie, qui cherche à innover, qui cherche à progresser pour résister, mais elle est peut-être totalement ailleurs. Voilà. Et je pense que ce que tu fais, par exemple, est une innovation folle, et j'espère que tu vas rester en France longtemps. Alors la prochaine question, diversité Rintel avec aéronautique et spatiale. C'est une question piège. Hein. Qu'est-ce qui veut parler en premier? Benoît? Tu es dans l'aéronautique? Qu'est-ce qui veut prendre la parole sur le sujet? Je peux commencer. Alain rebondira. Non, donc la question, diversité, Rintel avec aéronautique et spatiale. Alors, pour rebondir sur ce qu'il disait Rémi, je vais tout de suite dire non, parce que c'est pas juste avec ça. La diversité, elle est partout. Elle est dans les cursus, dans les origines, dans la façon de... Voilà, dans la personnalité. Cette question m'intéresse, enfin le sujet de la diversité m'intéresse, et quand on parlait des relations humaines, de la façon dont on travaille avec les gens, moi aujourd'hui je suis dans une entreprise, dans une équipe au sein d'Airbus, on est 24, je crois qu'on doit avoir une dizaine de nationalités, donc vous voyez la diversité qu'on peut avoir ici entre, on va dire français, d'origine, de culture, dans une équipe avec 10 nationalités différentes, 10 cursus différents, enfin, c'est vraiment très très divers. Et là aussi, on a une richesse entre l'interaction de produits techniques qu'il faut améliorer, dans lesquels il faut introduire de l'innovation, tel que tu disais, qu'il faut réussir à faire interagir avec une société qui est de plus en plus diverse, qui est de plus en plus ouverte. Et aujourd'hui, on parlait des exemples des Chinois, les Indiens. Peut-être demain, cette notion-là, elle n'existera peut-être même plus. Au sein d'une entreprise, aujourd'hui, où on a 10 nationalités, et au sein d'Airbus, je crois que j'avais vu un chiffre, c'est pas loin de 90 nationalités différentes de culture. Enfin voilà, c'est quelque chose c'est une composante qu'il faut prendre en compte. Et quand on parlait des relations humaines tout à l'heure, c'est la clé même de fonctionnement et grâce à laquelle on pourra continuer à travailler ensemble. Je suis pas encore un doyen, mais bon, je prends déjà la parole. J'ai vu que tu avais aimé le terme doyen tout à l'heure. Je voulais confirmer ce que dit Benoît sur l'importance de la diversité. C'est vraiment un facteur de succès. Et par contre, la diversité est un combat. C'est vraiment un combat à mener, et chacun doit le mener à son propre niveau de responsabilité. Moi, j'étais dans une société qui plaçait des ingénieurs et des techniciens dans l'aéronautique. Et on me refusait, mon patron m'a même appris à ne pas présenter un certain nombre de candidats parce qu'ils étaient considérés par l'avionneur toulousain comme étant, par certains salariés de l'avionneur toulousain, comme étant persona non grata parce qu'ils n'habitaient pas les bons quartiers, ils n'avaient pas la bonne couleur de peau. Donc il faut faire ce genre de combat, il faut mener ces combats-là parce que c'est une erreur fondamentale. J'ai revu récemment la photo des origines d'un certain nombre de grands fondateurs de la Silicon Valley qui étaient loin d'être américains de longue date, et que la diversité est vraiment une richesse. Et un autre parallèle que je ferai, c'est que rien que sur cette estrade, la diversité genre
homme-femme, elle n'est pas équilibrée par rapport à notre société telle qu'elle est. Et même au niveau origine ethnique, je dirais, on est tous bien blancs, il me semble. Et c'est parce que le combat, il est mené depuis quelques années, et Supmeca mène ce combat-là, mais que le combat, il est encore à mener. Il est encore à mener partout, parce que c'est vraiment la richesse, et là pour le coup, pour notre industrie, comme pour toutes les autres sociétés. Alors je voudrais faire réagir Corinne sur la diversité, puisque l'homme et la femme sont divers. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est que tous, on est acteurs en fait de la diversité. Et c'est pas si évident, puisque moi, femme en industrie, quand je dois recruter, j'ai presque pas de candidate. Ah bon ? Donc c'est difficile on veut promouvoir l'embauche. Moi je suis dans un groupe qui le montre, qui essaie de le faire. Il y a un objectif de 30% à l'embauche, donc c'est quand même une volonté. Il y a un réseau WIN qui s'est Network qui s'est créé. Il y a des choses qui sont faites pour le faciliter, mais j'ai assisté on a la chance d'avoir des séances de formation, groupe. Donc la dernière formation que j'ai faite il y a 2 ans qui s'appelle Advanced Management, donc des gens qui ont un certain nombre d'années de carrière, et bien on était 3 femmes sur 35. Donc c'est parce qu'elles soit elles ne grandissent pas, soit elles ne sont pas attirées par l'industrie. Parce qu'en fait ça fait un peu peur. Les horaires quand même, puisqu'on en a parlé un petit peu et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, il y a eu, je pense que ça change, et je pense qu'on doit aussi être acteur pour ce changement, de ne pas mettre des réunions à 19h quand on doit aller chercher son enfant, ou à 18h, de faire beaucoup plus de WebEx, et de ne pas être obligé d'être toujours dans les avions, parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Si on a beaucoup de moyens de communiquer, autres, qu'on n'utilise pas beaucoup, mais ça fait mieux de prendre l'avion et d'avoir des miles. Donc ça aussi, moi je suis maintenant dans une entité internationale, et je le vois, les gens, c'était une fin en soi d'être à l'international pour prendre l'avion, alors que moi je suis venue pas pour ça, mais pour essayer de montrer que ce qui est fait en France, est-ce que c'est applicable ailleurs ou pas, parce que j'avais un modèle très français. Là je découvre des Coréens, des Chinois, des Mexicains qui pensent pas comme nous, donc il faut absolument l'intégrer et en faire une richesse pour proposer des solutions qui sont applicables partout. Et aujourd'hui ça c'est vraiment difficile, et on est encore dans un modèle un peu vieille France, entre guillemets, où on est, moi je suis un groupe français, donc on veut mettre des standards et on va appliquer les standards partout, mais ça ne marche pas. On peut avoir quelques structures ou squelettes de standards pour ne pas aller dans l'anarchie, parce que ça, ce ne serait pas gérable, mais derrière, on doit laisser de la liberté pour entreprendre, pour aussi s'adapter au modèle local. J'ai eu la chance, là, en novembre, d'aller en Corée pour pouvoir travailler sur une amélioration continue. Et finalement, on se rend compte que du central, ils prennent des choses, et puis ce qui ne les intéresse pas, ils ne le prennent pas, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Et s'ils ne le prennent pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Alors peut-être qu'elles ne sont pas connues, donc il faut les écouter, parce qu'on a aussi tendance à dire, je suis au central, donc c'est moi qui ai la science infuse et je vais l'appliquer ailleurs. Non. Normalement, en central, on est en support pour que les entreprises dans les groupes et dans les pays puissent continuer à avancer. Et ça, je pense que c'est aussi une diversité d'écoles, parce qu'on est un peu consanguin quand même en industrie, hein. C'est des grandes écoles, c'est la filière des grandes écoles, et là je remercie Cécile parce que j'étais pas une grande école, donc on est obligé de se battre. Et finalement, c'est beaucoup plus... Maintenant, elle a beaucoup progressé, mais à l'époque, on est venu là un peu par défaut. Et ça, je pense que maintenant ça a complètement changé, je suis d'accord, mais c'est encore existant, puisque nos dirigeants sont quand même tous des grandes écoles. Et ils ne comprennent pas tellement quand on vient pas de la bonne filière ou d'une filière qui n'est pas badgée, oui, il va faire carrière au potentiel. Donc là, on est obligé de prouver. Pour le travail des femmes, vous prenez le problème du mauvais côté. C'est pas que les réunions ne doivent pas être à 19h, c'est que votre mari aussi peut aller chercher les enfants. C'est que la crèche, elle peut être ouverte plus tard. C'est que la société elle-même doit changer, notre mode de fonctionnement doit changer. Moi, je suis chef d'entreprise. Ça ne m'empêche pas d'avoir des réunions tard le soir, ça ne m'empêche pas d'être en réunion le week-end.
J'ai un mari, voilà. C'est obligatoire. Bon, ouais. C'est ma femme là qui vient de parler. Je pense qu'elle aura des choses à dire pour l'équilibre vie professionnelle, vie privée tout à l'heure. Ouais, je sais. La seule chose que je voulais te dire, Corinne, c'est que moi j'ai la chance d'avoir un comité de direction où on est parfaitement équilibré entre les hommes et les femmes, et j'ai promu des femmes qui n'ont pas forcément les compétences, mais je le voulais pour la diversité et pour l'état d'esprit différent et la façon de voir des choses, souvent sur des éléments soft, qui sont différents de la façon dont les hommes voient les choses. Par contre, ce que je n'arrive pas à voir, et c'est manquant aujourd'hui dans nos entreprises, c'est de la diversité au niveau des cultures. J'ai une chinoise qui est excellente, que j'essaye de monter. J'ai pas d'Indien. J'ai très peu de diversité au niveau des autres régions. Et je pense que, alors il y a peut-être des barrières, mais moi ce que j'ai vu, c'est qu'en l'espace de 5 ans, le monde a changé. Et là où auparavant on me disait attention, fais gaffe là, pas bonne couleur de peau, ça va t'attirer les emmerdes, aujourd'hui c'est tout l'inverse. Mais c'est réellement l'inverse, c'est-à-dire qu'on les cherche eux. Donc il faut voir les choses différemment, je pense, c'est vraiment en train de bouger là. On parlait de diversité, sur ce sujet-là et sur un sujet qui était juste avant. Je pense que le fait de dire aujourd'hui les sociétés d'ailleurs, qu'elles soient grandes ou petites, ça devient une composante indispensable. Ça prendra du temps, ça c'est sûr, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais il y a un début de quelque chose. Donc pour inverser une tendance, il faut un certain temps, mais il y a vraiment... alors que ce soit... Peut-être que quelquefois c'est peut-être pas pour des bonnes raisons, il y a peut-être certains grands groupes qui veulent... oui, c'est bien parce qu'on promeut les femmes, ou on promeut la diversité, ou on fait de l'écologie. Donc il y a peut-être un petit peu ça, mais c'est pas grave. C'est plutôt le résultat qui compte. Et si dans quelques années, grâce à ça, on a réussi à avoir une diversité de genre, d'origine, etc., et ça nivellera tout ça et on aura oublié finalement qu'il y aura toute cette diversité-là. Je voulais juste répondre parce que je pense que ça a mal été interprété. J'ai un mari formidable qui m'a suivi, puisque c'est moi qui ai trouvé le travail en premier, et qui fait les allers-retours de Compiègne à Paris depuis 25 ans, en train, pour qu'on puisse habiter à Compiègne, et on avait choisi d'habiter près de mon travail pour être plus près en cas de problème avec les enfants. Donc ça, c'était le premier deal, quand même. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours accepté des réunions tard le soir ou n'importe quand, puisque pendant, je pense, les 10 premières années, j'ai voulu complètement effacer le côté féminin, contrainte féminine. Et là, encore une question de relations humaines et de rencontres. Je suis tombée sur une famille extraordinaire, parce que je n'ai pas de famille à Compiègne, on n'avait pas notre famille, donc on n'avait pas de solution de backup. Et on est tombé sur une assistante maternelle qui a élevé mes enfants, clairement, jusqu'à 17 ans. Et même maintenant, ma fille, quand elle revient le week-end, elle va la voir, et moi. Donc il vivait chez elle et il dormait chez nous, c'était clairement comme ça. Mais il y a aussi une relation là qui s'est développée de travail d'équipe. C'est-à-dire qu'elle gérait mes enfants, et si j'avais besoin de rester la nuit, ou si j'avais une contrainte chez un client, il pouvait rester. Donc il y a aussi trouvé des solutions qui... je sais que j'ai eu de la chance, parce que je sais que c'est pas facile. C'est ça que je veux dire. Voilà, mais on peut peut-être traverser et continuer à adapter. Parce qu'à partir de là, on opposera toujours l'homme et la femme. Mais j'ai beaucoup de jeunes collaborateurs qui me demandent de partir à 6h30 pour aller chercher les enfants, et évidemment, je les laisse faire. C'est pareil. Voilà, ça doit être... En fait, je suis désolé, je souhaite à aucune femme de vivre ce que tu as vécu. Vraiment. Parce que je souhaite à toutes les femmes d'avoir effectivement un mari qui choisisse d'installer la famille à côté de là où il bosse pour pouvoir lui y aller, ou la femme, mais que ça soit un peu tiré au sort, que ce soit pas cette logique-là, parce que finalement ça t'a fait porter à toi la charge mentale de ce sujet-là, et la charge mentale, elle doit être partagée. La question de la diversité femmes-hommes, c'est vraiment un vrai sujet, c'est vraiment un combat parmi tous les combats. Nous, on a une formation dans mon activité, on a une formation sur la prise de parole des femmes dans les entreprises, parce qu'on s'est aperçu d'un truc, c'est que statistiquement, les mecs prennent la parole pour ne rien dire, parce qu'ils s'affirment en faisant ça,
et que les femmes parlent à bon escient et n'osent pas parler. Et donc de manière très simple, dans un groupe, dans une réunion, la femme prendra moins souvent la parole parce qu'elle ne se sentira pas forcément légitime, alors que le mec il ne se posera pas la question et la testostérone lui dira bah, il faut que je parle. Et donc l'une des solutions, c'est à tous qui avaient des collaboratrices ou des collaborateurs, de les faire se former à ce genre de choses, parce que c'est pas évident, on s'en rend pas compte en fait. On prend la parole, on coupe la parole à la femme, mais elle avait rien à dire, c'est pas grave, enfin c'est totalement aberrant, c'est juste des réflexes. Et donc le changement, il est extrêmement profond et nécessaire au niveau de la société, parce qu'effectivement, ça repose toute la question du rapport hommes et femmes dans, je ne parle pas de l'entreprise, je parle vraiment de la société. Et je ne dis pas ça que parce que je faisais des crèches pour que les femmes et les hommes travaillent ensemble. Mais Rémi, je vais te faire rebondir une deuxième fois. Tu as 7 enfants, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en dire plus là, sur ta... Ouais, j'ai 7 enfants, j'ai 4 enfants qui sont les enfants nés de mon sang, on va dire, avec Elodie, donc qui avait fait l'école en même temps que moi. Et ma nouvelle compagne a ramené 3 enfants. Et je vis à temps plein avec ces 3 enfants et une semaine sur 2 avec mes 4, donc on est 7, enfin on est 9, on est content régulièrement. Et par exemple ce matin, donc je suis arrivé en retard, tout à l'heure je me suis excusé, et pourquoi je suis arrivé en retard? Parce que ma compagne aime courir, elle voulait courir l'éco-trail de 30 km, on m'a demandé d'intervenir à la conférence, et moi j'ai dit très clairement, voilà, moi je vais m'occuper que des 3 enfants de ma compagne pendant qu'elle prend le plaisir de courir. Donc oui pour la conférence, mais je ne vais pas lui larguer les gosses et tu raconter ton truc. Je suis venu après lui avoir dans de bonnes conditions transmis la garde de ses enfants que j'avais accompagnés à Paris pendant ce temps-là. Donc voilà. Après, je l'ai dit tout à l'heure, dans le fait d'être, on change en fonction du temps, et moi j'ai compris ces choses-là un peu tardivement, et c'est pour ça que je le dis maintenant fortement pour que les gens comprennent plus vite. Moi j'ai commencé par être un père hyperactif qui allait dans tous les sens et qui se reposait un peu trop sur la mère des enfants. Et je sais ce que ça fait. À moi-même, ça ne m'a pas apporté de bien finalement, parce que je courais après totalement autre chose, et puis à mes enfants et à elles non plus. Et mes enfants ont vu un changement quand ils ont compris que finalement, je passais du temps le mercredi après-midi, une semaine sur 2, je bosse pas, je suis à la maison et je bosse pas, et le téléphone, vous avez plus de mal à me joindre. Et le soir, j'ai programmé, alors quand je travaille, ça m'arrive parfois de travailler, moi je suis dirigeant, je ne sais plus qui pose la question du dirigeant de traitement ses salariés. Moi quand je travaille le soir, quand ça m'arrive de travailler le soir parce que je ne peux pas m'empêcher, maintenant je réussis à m'en empêcher beaucoup mieux. Mais j'envoie des mails et je les programme dans la messagerie pour qu'ils partent le lendemain à 9h ou le jour ouvré suivant à 9h. Parce que le système d'avoir les smartphones, on peut tout le temps être sollicité en permanence, et sans le vouloir, parce que moi je bosse, parce que c'est mon choix. Si j'envoie le mail ou le SMS à la personne, il est 22h parce que j'y pense, ben lui va peut-être le lire, il va peut-être réagir. Et culturellement, petit à petit, la charge mentale va s'installer de dire qu'il faut être prêt au cas où. Et une autre chose que j'essaie de faire, j'interdis à mes équipes la petite vanne de 16h en disant tiens, tu pars à 16h, tu prends ta journée. C'est tout bête, hein, c'est une petite vanne en rigolant, c'est un peu de jalousie, là, tu peux partir, c'est chouette. Ben, on ne sait pas pourquoi l'autre part, peut-être qu'il y a des gamins à aller chercher, peut-être qu'il y a une visite médicale, etc. Et rien que ces petites blagues-là, qui sont vraiment pas malveillantes du tout dans la façon de faire, c'est vraiment ça pèse énormément et ça met une chape de plomb, et principalement aujourd'hui à 80% sur les femmes. Et donc voilà, c'est pour ça que nos rôles à nous, qu'on soit dirigeant d'une petite équipe, dirigeant de soi-même ou dirigeant d'une entreprise, qu'on rayonne finalement, même quand on s'occupe que de soi, quand on a personne en dessous de soi, on rayonne avec nos parties prenantes, avec nos fournisseurs, nos clients, nos collègues. C'est avoir ce travail de se dire, ok, je suis qui par rapport à cette question de la diversité et comment moi je peux agir là-dessus. Pardon, j'étais un peu long. Rémi, juste par rapport à ce que tu disais, je connais des managers qui font l'inverse de ce que tu fais, c'est-à-dire qu'ils programment pour que le collaborateur reçoive le mail ou le SMS à 23h. C'est ça. Et au Prud'homme, il y en a beaucoup, hein. Au Prud'homme, ça se gagne, ça. C'est vous qui Quels seraient, d'après toi, les sujets ou les thèmes sur lesquels l'école doit s'investir? Alors, moi, je pense que la question, elle est... Enfin, l'objectif, pour moi, il me paraît assez évident. C'est comment réussir, c'est un autre problème. Mais pour moi, il faut qu'on crée... Alors, quand je suis venu sur Submeca, je suis venu pour une raison particulière, c'est que je pensais qu'on allait apprendre à penser différemment. Moi, je ne regrette pas. Je crois que j'ai pris ce que j'avais à apprendre dans la formation qu'on m'a donnée. Et je pense que pour faire... quels sont les thèmes sur lesquels on doit s'investir? Je pense qu'il faut faire des ingénieurs qui pensent outside of the box. Clairement, il faut penser différemment. C'est-à-dire que si vous êtes un ingénieur, et si l'école fait des ingénieurs pour penser comme tous les ingénieurs, on n'aura aucune valeur sur le marché, on n'aura aucune valeur pour l'industrie, et on ne changera pas le monde.
Et aujourd'hui, il faut apprendre à changer, à penser en dehors de la boîte. Si vous allez traiter n'importe quel problème de poutre avec les méthodes de poutre classiques, ben non, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il faut penser autrement. Il faut aller à l'extérieur. Alors je pense que autour de cette table ronde, je ne sais pas qui est-ce qui enseigne à SupMeca. Est-ce qu'il y en a qui font des cours à SupMeca? Il y en a qu'un. Alors moi je fais des cours à SupAéro, etc. Mais... Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a plein d'excellents profils qui peuvent apprendre aux ingénieurs de dire on peut penser différemment. Et apprendre aux ingénieurs à penser différemment, je pense que c'est la plus grande valeur et c'est le plus grand sujet sur lequel l'école doit s'investir pour faire les ingénieurs demain. C'est pour faire des ingénieurs pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand intérêt. Moi j'ai appris à faire de la mécanique quand j'étais à l'école, j'ai la main trop basse encore. Quand j'étais à l'école, aujourd'hui je fais de l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui on peut être capable d'apprendre quasiment n'importe quoi sur Internet dans un délai qui est éminemment court si vous avez appris à avoir différents schémas, différentes manières de penser qui vous permettent d'acquérir des savoir-faire de manière très rapide sur n'importe quel sujet. Et je pense que demain, c'est ça qu'il faut que l'école fasse. Alors, elle l'avait déjà fait à mon époque, elle continuait à le faire. Je pense qu'il faut aller encore un step plus loin. Je vais laisser René après réagir sur la question. Mais il faut apprendre à penser en dehors des boîtes, en dehors des clous, penser différemment pour faire l'ingénieur de demain. René, tu veux le micro? Non, moi, j'ai pas besoin de micro. Non, je voulais simplement dire que depuis le général Niccolo, dans cette école, on a eu cet esprit de faire autre chose et de faire changer la manière d'enseigner, en particulier en créant des stages incorporés dans la formation, etc. On a quand même été les premiers à faire ça, et je peux garantir qu'un certain nombre de mes collègues à l'heure actuelle gardent cet esprit. Justement, moi je voulais rebondir justement ce que dit René, je voulais le faire depuis un petit bout de temps. L'histoire. On a parlé beaucoup de la diversité des acteurs, mais aussi la diversité de la formation qu'on peut avoir. Et puis, je pense que si on est curieux, on doit être curieux. La curiosité, c'est pas un défaut. Hein. Il faut effectivement regarder ailleurs en permanence, avoir un regard croisé, etc. Et je pense qu'effectivement, le CESTI, c'est simplement une école sur laquelle, non seulement à cause des intervenants, hein, parce qu'il y a des intervenants qui viennent de l'extérieur, il y en a d'autres qui sont à l'intérieur, mais qui font de la recherche, on a toute cette formation de gens qui ont des regards différents. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Hein, donc c'est un autre aspect de la diversité, c'est même soi-même, on doit être divers soi-même, je dirais. Et ceux qu'on a autour de soi, bien sûr, on doit les mettre en avant, mais il faut aussi soi-même avoir la capacité, avoir ce regard qui accepte la diversité. Alors c'est évident, on a tourné autour de ça. Bon, est-ce que je peux continuer avec... juste une petite... Bon, ma question, c'est simplement opportunité ou hasard. Voilà, opportunité ou hasard, d'une manière générale. Alors, ça, c'est un truc qui m'est cher, mais comme à tout le monde, parce qu'on n'a pas arrêté de parler de ça depuis qu'on parle. C'est-à-dire, tout le monde a eu des opportunités, qu'il a le coup ou pas. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas un hasard, il y a des hasards, multiples hasards qui arrivent. Et la première étape, pour moi, c'est de se mettre en position pour recevoir ces hasards. Parce que ça a l'air idiot, mais il y a des gens qui disent, moi, jamais j'ai de chance, il n'y a jamais rien qui se propose, etc. Non, il y en a des quantités, mais encore faut-il, si on est la tête entre les bras et qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait rien, il ne se passera jamais rien. Bon, donc, premièrement, accepter les hasards d'abord, et puis c'est un bon moyen après, je pense, de traduire ça en opportunité éventuellement, et à faire justement bouger, être encore un petit peu mieux soi-même. C'est ce qu'on disait, quand on est soi-même, on est le meilleur, bien c'est justement ces opportunités qu'on va avoir qui vont vous permettre d'aider et d'aller plus vite là-dedans. Évidemment, on peut changer, aller au bout du monde, changer l'entreprise, mais on peut aussi, à partir de ces opportunités, avoir déjà des changements considérables qui vont vous permettre plus en ligne avec ce que vous êtes, et donc plus efficace pour vous-même, pour votre entreprise, voilà, et puis pour la famille, et tout, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire simplement. Ça s'appelle la sérendipité, ce que tu décris, Henri-Paul. J'invite tout le monde à y avoir la définition de sérendipité parce que c'est formidable. Je fais quelque chose, je découvre autre chose et je me laisse bouleverser par cette autre chose. Ça, c'est vraiment exceptionnel. L'école, effectivement, je confirme, moi je l'ai connu il y a 20 ans, déjà on faisait des choses nouvelles. Et il se trouve que depuis 2 ans, et c'est vrai que quand tu as posé la question, je n'ai pas réagi, je suis intervenant en entrepreneuriat à l'école. Et je me trouve tellement mauvais professeur que je n'ose pas réagir. Mais il y a effectivement depuis 2 ans une activité pour essayer de générer une fibre entrepreneuriale auprès des étudiants de 3e année. Donc effectivement, c'est formidable. Moi j'aimerais
question de quel est le rôle du réseau dans ton parcours. Alors je voulais remercier Pierre-Yves, je voulais remercier Charles-Michel, je voulais remercier René, Yvon, André, Jean-Louis, Alain, qui font partie de mon réseau, mon premier réseau, les anciens élèves. Alors je cite ceux que je vois là sous le pif, Henri-Paul que j'ai croisé aussi très tôt en tant qu'ingénieur. Et en fait les gars, il y a eu quelques femmes, pas énormément, mais c'est mon parcours, je vous le dois. Si, parce que j'ai beau essayer d'être qui je suis, j'ai beau vouloir être qui je suis, si je ne suis pas avec les gens que j'ai rencontrés, et si je n'ai pas été avec vous, si je n'avais pas été avec vous, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Donc le rôle du réseau dans le parcours, il est phénoménal, et c'est pour ça aussi que quand je suis sorti de l'école et que j'ai rencontré sur le toit de la résidence Pierre Azou un certain nombre d'anciens élèves qui se posaient la question de savoir comment est-ce qu'on recrée l'assaut, etc. Moi j'ai dit ok, oui, on va le faire ensemble. Ça s'appelait XOT à l'époque, c'était Charles-Michel qui avait trouvé le nom, je crois. Ce petit groupe là qui essayait de monter quelque chose, et que quand ils m'ont parlé de quand on a créé l'association SUPMECA, quand ils m'ont parlé du C2V, quand ils m'ont parlé d'autres trucs, à chaque fois moi je dis je suis super preneur, et s'il faut mettre un peu de temps, j'essaye de le mettre. Alors aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'avoir du temps en plus, mais le réseau c'est fondamental. Quand j'ai un coup de moins bien, l'autre jour j'ai appelé Alain. Je m'appuie sur ça, sur ce réseau des anciens, que j'ai étendu évidemment, parce que 20 ans depuis la sortie de l'école, j'ai du réseau qui est bien plus large que ça, mais ça a été le premier réseau quand je suis sorti, et même pas que des anciens, parce que moi je suis sorti en 99, et en 2001, il y a quelqu'un de la promo 2001 qui s'appelle Ronan Louler, qui est sorti donc 2 ans après moi, que j'ai rencontré parce que j'organisais en tant qu'ancien les conférences d'accueil des nouveaux étudiants. On faisait les conférences décennales, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient sortis 10 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant, 40 ans avant. Et j'ai rencontré Ronan qui me dit moi je m'en fous d'être ingénieur, je veux être entrepreneur. Et donc quand j'ai créé ma boîte, j'ai appelé Ronan, je lui ai dit tiens on le fait ensemble. Voilà. Et donc tout ce que j'ai fait depuis, je le dois à quelqu'un du réseau, quelqu'un de l'école. Et quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un au pluriel. Donc l'importance du réseau, mais elle est phénoménale pour moi. Bon, moi je voulais remercier Alfred de m'avoir appelé, puisque j'ai bénéficié d'une opportunité, puisque c'était une autre femme qui devait assister aujourd'hui, mais qui était en vacances. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la remplacer. Je ne regrette pas. Je pense que c'est important, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai développé un réseau professionnel à l'intérieur de mon groupe, donc ça je pense que je l'ai développé pour le travail, mais je n'avais pas encore pris le temps, ni même l'envie de le faire plutôt sur l'extérieur. Donc j'ai pas beaucoup développé mon réseau extérieur d'écoles ou d'autres entreprises. Mais c'est quelque chose qui, bon, avec l'âge, la libération aussi des contraintes diverses et variées familiales, je pense que c'est quelque chose que je vais continuer parce que j'ai apprécié d'être ici et de pouvoir partager. Et je pense qu'on a beaucoup appris les uns des autres, en tout cas j'espère. Et merci de m'avoir invité. Merci. Alors juste, je pense qu'on a donné le mot de la fin, je pense qu'il faut faire une grosse ovation à cette équipe là parce qu'on a une vraie table ronde. Alors merci pour eux. Moi j'ai juste retenu, on a beaucoup parlé d'opportunités, d'innovation et de diversité. Alors j'ai trouvé des mots très intéressants pour décrire un peu l'excellence de l'école. Donc l'école, c'est pas une école qui était... je suis pas le dernier, mais je vais en rester là. Donc j'ai retenu l'ADN de l'école, c'est l'endurance, l'agilité. J'ai retenu le mot agilité, j'ai trouvé que c'était très habile, de l'innovation, l'attractivité aussi. Accomplir son parcours, c'est se connaître soi-même. J'ai retenu ça. Ensuite, rester... Alors, la diversité, c'est une richesse. On ne l'a peut-être pas souligné. Et voilà les mots que j'ai retenus. Voilà. Et il faut sortir de sa boîte, changer, travailler en dehors de la boîte. Voilà, ça c'est très important. Merci en tout cas, encore une fois, est-ce qu'on peut vous applaudir à nouveau? Merci beaucoup et à très bientôt.